Soir, nous avons à nos côtés le docteur Adriaan Sulse, que Dany Mathieu va vous présenter plus en détail. Et moi, je suis ravie d'accueillir Dany, qui est la présidente de Psoriasis Contact. Bonjour. Et donc, qui va aussi nous dire quelques mots. Bonjour, donc merci au docteur Adriaan Sulse. Il est docteur en rhumatologie et professeur aux cliniques universitaires Saint-Luc. Et il va nous faire un exposé sur le psoriasis et surtout l'arthrite psoriasique. Je remercie également l'association Claire de nous avoir conviés à ce webinaire, car comme on va le découvrir, le psoriasis, ce n'est pas seulement une maladie de la peau. Je veux dire, elle doit être vraiment bien soignée, car si ce n'est pas le cas, il peut y arriver qu'il y ait de graves conséquences. Et donc, voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de bêtes questions. Sachez simplement que ce ne sera pas une consultation privée. Donc, nous avons des modérateurs qui filtreront les questions. Donc, ne vous étonnez pas si votre question n'est pas posée. Nous y répondrons peut-être par la suite, quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je laisse la place à Cécile, que je remercie. Donc, merci beaucoup, Dany, mais franchement, les remerciements sont tout à fait réciproques parce que la construction de ce webinaire est vraiment un travail commun dans lequel l'un et l'autre s'est autant impliqué. Et je trouve ça chouette qu'on retrouve au niveau associatif le fait qu'en fait, on a la même maladie et qu'on est capable de s'associer pour informer et améliorer la maladie, le vécu des malades. Mais voilà, sans plus tarder, je passais la parole donc au docteur Nseuze. Ok, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, attendez, ça, je mets le partage. C'est ouais. Couper mon micro. Je pense que c'est bon. Voilà, on peut changer. Là, vous voyez bien les images, hein, l'écran. Oui, ça va, c'est parfait. Okay. Oui. Merci beaucoup pour cette invitation. Malgré l'emploi de temps qui est fort chargé, c'est avec plaisir, évidemment, que je peux partager des aspects, je dirais, vraiment novateurs et très optimistes de la prise en charge de l'arthrite psoriasique à l'heure actuelle. Évidemment, l'arthrite psoriasique est notée pendant pas mal de temps, un petit peu les parents pauvres, comme ça, de ces pathologies inflammatoires par rapport à d'autres pathologies qui, finalement, ont été prises en charge beaucoup plus tôt. Mais ici, on rattrape un petit peu la courbe et c'est vraiment un plaisir que vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont faites et d'autres choses dans les 5 années qui vont venir qui vont être faites. Et je pense que les changements seront vraiment très importants. Alors, évidemment, les dialogues sont en anglais parce qu'en Belgique, j'ai l'habitude de parler pour les deux communautés. Donc, en général, c'est en anglais, mais la présentation est faite en français. Et s'il y a quoi que ce soit comme question, bien sûr, n'hésitez pas. Donc, je vais introduire vraiment brièvement ce que c'est que l'arthrite psoriasique, parler de la pathophysiologie en langage simple pour que vous compreniez, et puis l'évaluation clinique, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'imagerie. Qu'est-ce qu'il faut aussi exclure comme diagnostic? Le tout n'est pas de dire il ou elle a une arthrite psoriasique. Il y a d'autres maladies qu'il faut exclure. Et puis, bien sûr, parler de l'une ou l'autre étude qui a été faite ici en Belgique, pas ce qui est fait ailleurs. Il y a là des perspectives avant de conclure. Et donc, ici, en guise d'introduction, vous voyez très bien que l'arthrite psoriasique, la maladie psoriasique, même je dirais la maladie psoriasique, parce que ce n'est pas juste l'arthrite, est une maladie plurifacétaire dans laquelle vous avez, bien sûr, au-delà de la peau, où 4/5 des malades en souffrent, il y a les ongles, ça c'est très embêtant, mais il y a aussi le système musculo-squelettique, la dactylite, l'anthésite, la taille du tendon d'Achille ici, la colonne vertébrale est atteinte, et puis l'articulation, avec des proportions qui sont très importantes. C'est-à-dire que c'est vraiment, même si vous n'avez pas nécessairement toujours cette impression quotidienne, nous voyons les gens, c'est vraiment beaucoup plus important que ce qu'on peut croire. Là, bien sûr, vous voyez que c'est toute une mosaïque qu'il faut prendre en considération. Non seulement il y a une diversité au niveau des ongles, mais également au niveau de la peau, mais en plus de ça, il y a bien sûr d'autres facteurs
que nous devons prendre en considération. Il est évident qu'en rhumatologie, quand je suis amené à voir des personnes qui ont ces problèmes, je ne peux pas dire allez voir le dermatologue. Je dois moi-même pouvoir gérer en collaboration avec mon collègue ici, Pierre-Dominique Guilin, notamment à Saint-Luc. Oui, la peau, oui, les ongles, mais également gérer le système digestif. On peut avoir des maladies de Crohn. J'ai parlé de la dactylite, donc le doigt en saucisse, qui est assez typique. J'ai parlé de l'anthésite, j'ai parlé de la teinte axiale, j'ai parlé de l'arthrite et l'uvéite. Au-delà de ça… Docteur, excusez-moi, est-ce que vous pourriez parler un tout petit peu plus fort? Il y a certaines personnes qui ne vous entendent pas bien. Attendez. Vous entendez ou pas? Oui, je pense que c'est mieux. C'est mieux ici? Oui, merci OK. beaucoup. Voilà, Merci beaucoup, excusez-moi. non, il n'y a pas de souci. Donc, au-delà de cette atteinte cutanée et j'aurais un guéal, il y a évidemment le système, j'ai parlé de ça, musculo-squelettique. Vous voyez, le squelette périphérique, mais également la colonne. Il y a l'uvéite, qui sont des facteurs surajoutés, et bien sûr, la maladie inflammatoire du tube digestif. Et comme si ça ne suffisait pas, on rajoute à ça la comorbidité, les comorbidités, et puis les plaintes physiques et psychologiques, l'impact au niveau des patients dans les dimensions physiques et psychologiques. Donc, vous voyez que c'est vraiment un tout, une mosaïque. Quand on parle de comorbidité, peut-être que c'est quelque chose qui ne percole pas toujours très bien, mais sachez que 4 patients sur 10 ont au moins 3 des comorbidités ici, c'est-à-dire l'hypertension, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes gérés notamment de foie gras. J'ai parlé des problèmes inflammatoires du tube digestif, l'ostéoporose, au moins un tiers des patients, l'obésité, les problèmes de tumeur, les problèmes rénaux, le diabète et les problèmes ophtalmologiques. Donc, vous voyez que tout ça nécessite, même si ça ne paraît pas toujours comme ça, nécessite de faire, ne serait-ce qu'au moins une fois un check-up pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la morbidité, parce que l'impact peut être plus important que ce qu'on nous pense. Ce qu'on appelle les PRO, ce sont vos plaintes, ce sont les plaintes de ceux et celles qui en souffrent, c'est au niveau physique, les douleurs, la fatigue, l'impotence fonctionnelle, la raideur, une qualité de vie médiocre, avec les impacts au niveau familial, social, professionnel que ça peut occasionner. Bien sûr, les problèmes psychologiques sont là, le stress, l'anxiété, la dépression. Quand on est problème cutané, bah, c'est souvent difficile de pouvoir gérer quand on sort. Donc, tout ça, je ne peux pas, nous ne pouvons pas banaliser, nous devons prendre en considération. Vous devez savoir, pour ceux et celles qui ont une atteinte cutanée, que 4 patients sur 10 avec atteinte cutanée ont une arthrite psoriasique non diagnostiquée. Donc ça, c'est quand même une proportion importante. Et puis ici, manifestement, il y a une prévalence de l'arthrite psoriasique dans 30% des patients avec psoriasique, 3 sur 10. Bien sûr, dans les deux sexes, on peut avoir, il n'y a pas de différence, ça peut apparaître dans les deux sexes à tout âge également. Donc, c'est important, c'est grosso modo quand même 1% des gens. Il faut bien sûr prendre en considération ces proportions qui ne doivent pas être banalisées. Donc, je dis, j'ai des jeunes, j'ai des plus âgés, des dames, des hommes, sans distinction, avec une atteinte en général articulaire, mono, oligo ou polyarticulaire qu'il faut prendre en considération. Alors, à quoi c'est dû l'arthrite psoriasique et de manière plus large le psoriasis? Je vais évidemment vous schématiser simplement je dis ce qui est au cœur en quelque sorte de la pathologie, ce qu'on appelle l'anthésite, qui est la tache du tendon ou du ligament sur l'os. Et dans cette anthésite, dans cette attache, chez des gens qui ont la génétique prédisposée, des gènes bien spécifiques, comme le gène le récepteur interleukin-23 ou l'HLA27, chez des gens qui font du stress mécanique, qui sollicitent régulièrement leur articulation, au niveau de la jonction, dans ce qu'on appelle complexe antéro-synovial, la jonction, la tache même sur l'os, il y a bien sûr production d'une série de cytokines, c'est-à-dire de protéines pro-inflammatoires qui dégagent évidemment du feu au niveau de l'articulation et de ce tendon. Donc ici, vous voyez que cette jonction du tendon sur l'os est le siège vraiment
d'une production, d'une série de facteurs. Je n'entrerai pas dans les détails à ce sujet, mais tous ces facteurs, les uns les autres, sont vraiment agressifs pour la jonction, pour l'os et donc pour l'articulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut justement bloquer ces facteurs. C'est pour ça qu'il y a les anti-TNF, les anti-A17, pour empêcher qu'il y ait cette agression permanente du tendon et bien sûr de l'os et de l'articulation. Vous dire encore que ceux et celles qui ont des soucis au niveau cutané ont des atteintes articulaires qui passent à bas bruit. Ici, cette étude faite chez des gens qui avaient psoriasis cutanée et chez d'autres qui étaient tout à fait sains, on a vu en rouge les personnes saines et en bleu pour ceux qui avaient uniquement l'atteinte cutanée que on appelle de l'anthésophyte, qui sont des signes de modification au niveau de l'anthèse qui, en fait, sont pathognomoniques de la l'arthrite psoriasique. Ces personnes avaient plus d'anthésopathie, d'anthésophyte que les autres. Articulation métacarpopharyngienne du deuxième rayon, troisième rayon, évidemment, qui sont des articulations fort sollicitées. Donc, vous voyez qu'à bas bruit, il y a quelque chose qui se passe, même si ce n'est pas toujours traduit par des gonflements ou par des symptômes criards. Et si on ne prend pas en charge très tôt, très vite, évidemment, les dégâts s'installent et on court derrière le problème. Alors, oui, ceux et celles qui ont une atteinte unguéale ont aussi, et en général dans la majorité des cas, une atteinte de l'articulation interphalangienne distale, tout juste à côté de l'ongle. Pourquoi? Parce que, je vous montre directement, il y a une connexion entre ces tendons extenseurs, et vous voyez l'ongle ici. Et donc, bien sûr, s'il y a de l'irritation là, tout ça est entrepris, en ce compris l'ongle. Donc, le traitement doit prendre en charge l'ensemble, je dirais, des différentes pathologies élémentaires qui sont impliquées. Oui, des études ont montré que ceux et celles qui ont une atteinte unguéale, et c'est compréhensible, ont une plus grande marge ou bien un plus grand risque d'avoir des atteintes articulaires, donc un type psoriasique ou des anthésopathies. Je n'en parle pas des détails, mais tout ça, c'est travaillé, c'est étudié et c'est publié. Ici, vous voyez bien que ce monsieur que j'ai eu en consultation, un directeur, avait manifestement par rapport à l'autre doigt, l'autre pouce, vous voyez que c'est gonflé, mais qu'en regard, l'ongle est malade par rapport à l'autre côté. Donc, il y a un lien entre les deux, raison de plus pour prendre en charge. Il faut savoir que ceux et celles qui ont ces problèmes unguéaux ont une maladie plus agressive que ceux qui n'ont pas cette atteinte unguéale. Je ne vais pas entrer dans le détail de la pathophysiologie, mais sachez que j'ai parlé de ces cytokines, interleukine 17, interleukine 23. Elles sont impliquées à la fois au niveau de la peau, mais également au niveau de l'anthèse, de l'articulation, la colonne, comme j'ai dit. Donc, il y a toutes ces cellules inflammatoires qui migrent un petit peu et qui produisent toutes ces protéines, ces cytokines qu'il faut donc bloquer par les traitements que nous avons actuellement à notre disposition. Vous voyez ici une vue d'ensemble, je dirais, de l'immunité, ce qu'on appelle innée, qui est vraiment présente dès le départ, et l'immunité adaptative qui justement répond en fonction de ce qui est présenté comme antigène, comme stimuli. Et ces cellules produisent donc l'interleukine 17A. Vous avez maintenant un traitement comme Cosentyx qui bloque cette interleukine, ou le TALS, interleukine, et cette protéine, cette cytokine, va activer aussi de nouveau, comme un cercle vicieux, une série d'éléments de cellules qui, elles, vont aussi produire des protéines cytokines qui auront des dégâts, évidemment, à plusieurs niveaux, l'inflammation, les vaisseaux et autres localisations, le cartilage et l'os. Donc, arthrite due à cette débalance, cette production importante de cytokines pro-inflammatoires. Oui, cliniquement, nous avons la possibilité d'évaluer les gens qui ont ces problèmes inflammatoires articulaires ou anthéso par, bien sûr, de l'évaluation subjective, vos plaintes qu'il faut prendre en considération, l'activité de la maladie, la fonction, par des questionnaires que vous connaissez certainement, l'échelle visuelle analogique. Nous devons rajouter des éléments plus objectifs de mesure qui permettent chez le même patient, d'une visite à une autre, de voir la progression sous traitement ou d'initier un traitement si une progression péjorative. Donc, c'est important d'associer les deux, l'objectif au subjectif,
pour faire des scores composites intégrés parce que, évidemment, c'est une maladie qui nécessite une prise en charge plutôt holistique. Bien sûr, je n'inclus pas ici l'aspect psychologique et autres, mais tout ça, ça se discute pendant la consultation pour ceux et celles, bien sûr, qui ont la possibilité d'évaluer ces composantes. L'aspect anthésitique des points tendineux douloureux, c'est souvent difficile d'évaluer cliniquement, mais il y a bien sûr des zones bien propices pour le développement de ce problème d'anthésite, de tendinite. Et en général, si on ne fait pas attention, on peut se dire, oui, les gens ont mal, c'est de la fibromyalgie. Oui, ça peut exister avec le psoriasis, mais il faut se méfier qu'il n'y ait pas en dessous une anthésite qui nécessite qu'on aille plus loin que l'examen clinique et qu'on puisse faire de l'imagerie. Oui, l'examen clinique est très bien, mais c'est limité parce que d'un patient à un autre ou d'une patiente à une autre, on peut avoir des corpulences différentes, on peut avoir une sensibilité différente, donc il faut faire attention à l'endroit où on pousse. Il faut aussi voir qui pousse. Si c'est une assistante ou un baraquet qui pousse plus fortement, moins fortement, ça peut occasionner des douleurs. Donc l'examen clinique bien, mais limité, d'où l'imagerie. L'imagerie, nous avons la chance d'avoir actuellement plusieurs méthodes d'investigation, notamment l'échographie qui se fait en consultation, qui est vraiment non invasive, qui en quelques minutes peut permettre justement d'avoir des images qui nous montrent qu'il y a ou pas de l'inflammation, qu'il y a ou pas de l'anthésite et qui permet justement d'initier un traitement le cas échéant. Les radios sont utiles pour diagnostiquer et pour suivre aussi sous traitement, voir s'il y a des dégâts ou pas. L'IRM est importante pour ceux et celles qui ne sont pas claustrophobes, bien entendu, parce qu'elle permet de voir l'activité de la maladie et de pouvoir, le cas échéant, initier un traitement plus important puisque la maladie active entraîne des dégâts. Le PET scan, c'est beaucoup plus pour le diagnostic différentiel, exclut d'autres pathologies, notamment tumorales, puisque tout n'est pas nécessairement un type psoriasique. Ça s'appelle l'arbre qui cache la forêt, donc il faut rester prudent dans le diagnostic différentiel. Et ça, la mini-arthroscopie que je pratique ici depuis maintenant un peu 20 ans, nous permet justement d'avoir non seulement un diagnostic souvent rapide de par l'aspect intérieur, mais aussi on a pu développer avec ça des outils diagnostiques et se dit thérapeutique ultérieur qui permettent de cibler les gens et je travaille bien sûr à ce sujet au quotidien. Oui, l'anthésite à l'imagerie, c'est important parce que la clinique a ses limites. L'échographie est important parce que les radiographies standards ne montrent pas bien l'anthésite. Donc, il faut faire l'IRM et l'échographie pour pouvoir mieux évaluer ces problèmes d'inflammation active au niveau de l'anthèse pour l'échographie surtout et au niveau de l'os pour l'IRM. L'échographie, vous voyez ici, c'est dans les deux plans. Au niveau du poignet, on peut, par cette coupe et celle-là longitudinale transversale, voir ce qui se passe à l'intérieur en échelle de gris. Vous voyez que là, ce sont des tendons qui sont visibles et autour, il y a cette zone plus ou moins grisâtre, noirâtre qui représente l'inflammation, la prolifération. Vous voyez, le tendon, il est là et on voit autour qu'il y a du matériel qui ne devrait pas y être de part et d'autre et qui est de l'inflammation à traiter, bien entendu. Vous voyez ici, quand on rajoute ce qu'on appelle le Doppler couleur, là, ça nous montre l'activité de la maladie. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une inflammation qui pourrait être comme la chronique sans plus, mais ça nous dit, attention, cette personne a vraiment quelque chose d'agressif, d'actif, et donc il faut plutôt adapter le traitement de manière optimale. Au niveau des genoux, vous voyez que non seulement on peut voir, ça c'est l'os, la tache sur l'os avec un peu d'inflammation, mais on peut aussi voir la présence ou pas de ces zones noires qui est du liquide, ce qui est évidemment hypoéchogène. Et donc on dit, oui, le genou fait mal, mais il y a un gonflement, on peut ponçonner, on peut infiltrer, on peut aller plus loin par d'autres techniques. Ici, au niveau du coude, c'est vraiment précis. Vous voyez que ça, c'est également l'os. On voit bien le tendon qui vient s'attacher en échelle de gris. Et si je veux savoir s'il y a ou pas de l'activité, l'examen clinique était un peu limité, mais à l'échographie, je peux déjà lui dire, attention, il y a l'anthésite et vous risquez d'avoir
un problème, je dirais, d'agression au niveau de l'articulation si on ne fait rien. Bien sûr, l'échographie, c'est pour le diagnostic, mais c'est aussi pour le suivi des patients sous traitement. Vous voyez que cette personne avait beaucoup d'inflammation au début et son score visuel sur une échelle de 0 à 10 était à 8, tellement elle avait des problèmes, des douleurs. Et si 2 semaines après un anti-TNF, ben, elle se cote à 3 sur 10, c'est-à-dire ça va beaucoup mieux. Et là, il n'y a plus grand-chose. Donc, c'est également utile pour le suivi sous traitement. Je vous ai dit, toutes les arthrites qui viennent chez nous, qui ont pas le psoriasis, ne doivent pas nécessairement faire, je dirais, parler d'arthrite psoriasique. Il faut rester prudent parce que les gens peuvent avoir de l'arthrose inflammatoire en dessous et qui donne le change pour l'arthrite psoriasique. Et donc, nous devons regarder les ongles pour faire la part des choses et éventuellement, comme ici le cuir chevelu, quand on a la goutte, il faut aussi regarder au niveau des côtes ou des oreilles pour voir s'il y a ou pas d'étophie. Donc, il faut rester quand même prudent dans le diagnostic. La prise en charge thérapeutique, maintenant, énormément de progrès depuis les dernières années ont été effectués, mais il faut savoir que c'est une maladie, non seulement, comme j'ai dit, multifacétaire, mais en plus, c'est une maladie qui a, comme vous pouvez vous en douter, a une prise en charge beaucoup plus difficile parce qu'il y a bien sûr la référence vers les médecins qui n'est pas évidente, il y a l'efficacité des premiers médicaments qui n'est pas évidente, la maladie elle-même évolue de manière souvent assez cyclique, et ce qui, quand on va mieux, pousse à ne pas nécessairement aller chez le médecin pour une prise en charge. Donc, il y a des éléments qui permettent de prendre tôt, mais pour ça, il faut qu'il y ait bien sûr la visite chez le médecin. Je n'entre pas dans les détails de ce schéma, mais il faut savoir qu'il y a des recommandations internationales, GRAPPA, dans lesquelles je suis impliqué aussi. Et ces recommandations nous disent que pour les 6 domaines que j'ai cités, l'arthrite, l'atteinte axiale, l'anthésite, la dactylite, l'atteinte cutanée et les ongles, on a la possibilité de proposer des traitements, voilà, par le DIMAT, que vous connaissez, méthotrexate, entre autres. Et si ça ne va pas, on peut donner des biologiques ou switcher, changer de biologique en fonction de la tolérance et l'efficacité. Dans chaque domaine, il y a donc des recommandations qui sont établies, qui ne sont pas nécessairement toujours suivies, mais ce sont des pistes et les médecins rhumatologues ou non ont de quoi se baser pour la prise en charge thérapeutique. Oui, je n'entrerai pas dans les détails ici, mais il faut savoir que ce sont des mécanismes complexes, immunologiques, qui sont mis en évidence et qui permettent, notamment ici, comme avec l'Otezla, de comprendre qu'en bloquant la conversion de cette CMP, AMP cyclique en AMP, on améliore la voie anti-inflammatoire dans la cellule immune, lymphocyte, par rapport à l'autre voie, qui est une voie pro-inflammatoire. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est peut-être un peu technique. Là aussi, on sait qu'au niveau du récepteur de la cellule immune, on peut bloquer ici, puisque l'interleukine 23 vient stimuler le récepteur, on peut donc bloquer ça par des molécules comme le Stelara ou Tremfya. On peut travailler ici en aval. Il y a maintenant les anti-JAK, tofacitinib, entre autres, ou on peut aller encore ici plus bas pour bloquer l'interleukine 17 et donc Cosentyx Talz. Donc, on a la possibilité d'agir sur cette cascade pour empêcher que la cytokine ne crée des dégâts dans la cellule et ne la stimule pour qu'elle entraîne d'autres dégâts. Donc, en gros, des traitements existent. Vous pouvez vous en douter. Le tout, c'est de commencer par le début. Les choses simples, les anti-inflammatoires sont suffisants dans la plupart des cas, mais on peut donner les corticoïdes, on peut donner méthotrexate et autres, salazopyrine, on peut donner l'Otezla, on peut donner des agents biologiques qui bloquent les diverses cytokines, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, le tout n'est pas de donner des agents biologiques à tout va. Il faut tenir compte des facteurs de risque que j'ai évoqués au début, et de la comorbidité. Donc, vous voyez que tous ces facteurs interviennent. Si quelqu'un a un problème de cardiopathie congestive, je vais rester prudent sur certains médicaments. Donc, ça complexifie encore la prise en charge, mais nous arrivons au quotidien
à gérer ces différents facteurs. Récemment, nous avons fait, il y a 3-4 ans maintenant, une étude en Belgique multicentrique sur 17 centres avec plus de 460 patients, justement pour voir un petit peu l'épidémiologie de cette arthrite psoriasique. Et vous allez voir, ça vient d'être publié, mais sans pour partager des détails pour ceux et celles qui sont intéressés. Donc, vous voyez que le but était de caractériser les différents sous-types d'arthrite psoriasique et de voir un petit peu la sévérité basée sur l'impact de l'inflammation et voir aussi au niveau de la vie de tous les jours quel était l'impact de la maladie. Et bien sûr, les buts secondaires étaient de voir de manière prospective sur 2 ans comment est-ce que la maladie évoluait, quelle était son histoire naturelle et de voir aussi la progression et les dégâts apportés au niveau des articulations. Ici, non pas dans l'état je viens de dire, au moins 17 centres ont participé, académiques et non académiques, dans les 2 parties de la Belgique, et puis bien sûr Bruxelles inclus. Et là, on a fait donc des visites 0, 1 an, 2 ans, grosso modo. Et alors, on a pu avoir des données, je ne rentre pas dans les détails, qui nous ont permis de comprendre ce qui se passe au niveau démographique. Vous pouvez voir ici que sur les 461 patients et patientes qui ont été suivis, 4/5 avaient des problèmes axiaux combinés à l'atteinte périphérique. 14-15%, grosso modo, avaient une atteinte de la hanche. Psoriasis en plaques, 84% des gens. Donc, ceux qui ont l'atteinte cutanée ont aussi à bas bruit ou de manière plus manifeste l'atteinte ostéoarticulaire, ce qui est important à savoir. Bien sûr, là, les atteintes articulaires douloureuses ou tuméfiées étaient présentes à des degrés variables. La dactylite et l'anthésite, 13%, 25%. Donc, une personne sur 4 avait l'anthésite. C'est important de savoir. Les 2 tiers des gens étaient traités par des DIMAT comme méthotrexate et puis 44% par des biologiques. Bien sûr, l'HAQ mesure l'impact physique, 0,7, impact au niveau de la vie de tous les jours, ce qui est présent, mais pas de manière très importante. Cette étude nous a permis de comprendre, dès le départ ici, que malgré la présence d'agents biologiques et d'autres options thérapeutiques, il y a quand même encore un nombre important de patients-patientes qui ont un impact de la maladie dans leur quotidien. Ça veut dire qu'il faut que la prise en charge se fasse de manière encore plus optimale. Là, 2-3 cas cliniques pour vous montrer que avant traitement et après traitement, il y a une différence. Ici, vous voyez que sous anti-inhibiteurs d'anti-17, vous voyez que cette atteinte unguiale et articulaire est meilleure et même 2 ans après, il y a toujours du bon. Alors, vous voyez ici, avant traitement et après traitement, qu'il y a une différence. Les gens vont mieux, donc c'est clair que ces nouveaux traitements ont changé la vie des patients, patientes. Et même quand sous anti-TNF, on a des éruptions comme celle-ci, des plaques de psoriasis paradoxale, en modifiant, en donnant d'autres choses, on peut arriver à retrouver évidemment une peau saine et l'absence de lésions douloureuses ostéo-articulaires. En 2 mots, ici, je vous dis un petit peu le futur, proche ou lointain, c'est vraiment de personnaliser la prise en charge. Pour l'instant, on propose des traitements un peu de manière, je dirais, par essai-erreur. Le tout, c'est de pouvoir, par une prise de sang, par l'obtention du tissu synovial, soit par échographie, comme ici, ou par mini-arthroscopie, ce qu'on fait ici dans notre service en rhumatologie. L'échographie aussi avec biopsie synoviale se fait également là, que nous puissions savoir que ce patient, cette patiente a ce type de problème et que la réponse au traitement devrait être à tel niveau pour pouvoir lui donner le traitement optimal. Bien sûr, je fais également des protocoles thérapeutiques ici qui permettent de voir chez les gens qui n'ont pas d'atteinte, qui n'ont pas encore pris de DIMAT, les gens qui ont une atteinte psoriasique naïve au traitement, qui ont moins de 18 ans, qu'on puisse leur donner d'emblée un traitement par Otezla, qui est un médicament qui marche mieux que DIMAT classique sur 6 mois, pour leur permettre d'aller rapidement mieux, d'être en remission, pour ne pas avoir des incapacités et des invalidités prolongées. Je fais la même chose maintenant depuis 1 an avec l'équipe de Gand pour une prise en charge, justement, ici, voir avant, après traitement, qu'est-ce qui se passe sur 24 semaines, pouvoir comparer 3 types de traitements différents pour justement dire, ce patient, cette patiente, voici ce qu'il ou elle doit avoir comme traitement
pour aller mieux dans 80-90% des cas. Bien sûr, pour conclure, je dirais que l'approche de la maladie psoriasique doit être pluridisciplinaire puisque c'est une maladie multifacétaire, qu'il ne faut pas oublier les comorbidités et les plaintes de patients, vos plaintes, qu'il faut tenir compte de la peau, c'est exact, les dermatologues font ça très bien, il faut tenir compte des articulations, ça c'est notre job au quotidien, il faut tenir compte de la pathologie axiale, la colonne, c'est notre job, il faut tenir compte de la dactylite, le doigt en saucisse boudiné, qui est très invalidant, c'est notre travail, de l'anthésite, c'est également notre travail, et les ongles, on peut partager ça bien volontiers avec les dermatologues. Simplement vous dire ici que vous voyez cette image d'Obama et son sourire. Bien sûr, c'est une image qui, de prime abord, donne l'aspect d'Obama, mais au-delà de ça, il faut voir ce qu'il y a derrière, ce qui a permis de faire cette image, toutes les ovations qui ont été faites pour ces 8 années de présidence, et c'est un peu ça. Vous voyez le psoriasis cutané, mais derrière, voyez toutes les implications qu'il y a au niveau du psoriasis articulaire, et je vous remercie pour votre attention. Eh bien, Merci à vous. oui, docteur Nzeuze, merci beaucoup pour cet exposé très complet. Je pense que il sera nécessaire de le revoir pour certains dans nos rediffusions. Je pense qu'ils seront accessibles tant chez Psoriasis Contact que chez nous. Et je vous propose de passer sans plus attendre aux questions parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui sont arrivées pour vous. Et donc, voilà. On m'a posé des questions sur les relations entre le psoriasis et d'autres maladies. Par exemple, est-ce qu'il peut y avoir une relation entre un psoriasis et une polynévrite ou un psoriasis et une fibromyalgie? Bien sûr, le psoriasis et la polynévrite, pas directement, mais il est évident que si on a d'autres pathologies ou si on prend certains traitements, il pourrait avoir un lien par ce biais, mais pas directement. Par contre, la fibromyalgie, pour ce qu'on on sait, c'est aussi une pathologie dans laquelle l'atteinte des anthèses est évidemment prédominante, parce qu'il y a aussi au niveau de... Pardon? Parce qu'il y a aussi au niveau du seuil de douleur, un abaissement du seuil de douleur qui entraîne donc des plaintes plus fréquentes. Mais c'est une maladie, le psoriasis ou la tripe psoriasique, on peut plus facilement faire de l'échographie évaluée ou cliniquement. La fibromyalgie nécessite beaucoup plus de précision et plus un diagnostic d'exclusion avant de poser vraiment ce diagnostic, même si les plaintes sont semblables. La physiopathologie n'est pas nécessairement la même. On avait une autre question aussi à propos de la grossesse. Peut-on concevoir un enfant, quel que soit le traitement que l'on suit? C'est un point qui est important. Je ne dirais pas quel que soit le traitement qu'on suit. En soi, on peut concevoir un enfant. J'ai plusieurs patientes qui accouchent sous traitement, mais il vaut mieux éviter des traitements comme le méthotrexate, comme l'Otezla, et privilégier, je dirais plutôt alors en fonction de la gravité, de l'atteinte des agents biologiques. Actuellement, sous Cimzia ou sous Humira ou sous Remicade, on peut aller jusqu'au bout de sa grossesse et même accoucher sans problème. D'ailleurs, la notice a été modifiée dans ce sens. Par contre, les interleukines 17 inhibiteurs, donc ça, c'est relativement récent. On n'a pas encore assez de recul. Cosentyx, Stals, je ne pousserai pas pour ceux et celles qui ont risque. Je préférerais stopper ou changer pour aller vers les anti-TNF qu'on connaît depuis 20 ans moins. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question d'une personne qui me demande, qui constate qu'en fait, et je pense que nous sommes beaucoup à l'avoir constaté, qu'il y a souvent de la fatigue qui est associée à nos pathologies. Et cette personne voudrait savoir s'il y a un moyen d'agir sur cette fatigue. Parce qu'en fait, elle se sent beaucoup mieux en rémission dans le cadre de sa maladie articulaire, mais elle reste très fatiguée. Je pense que l'origine de la fatigue est multifactorielle et j'espère, je crois que d'ici les 3 à 5 prochaines années, on aura plus d'éléments sur la prise en charge de cette fatigue. La fatigue est due certainement à la maladie,
l'inflammation qui est à cause de la maladie, puisque quand on diminue cette inflammation, on traite les gens, ils et elles sont en général moins fatigués. La fatigue peut aussi être due aux médicaments qu'on a. Au-delà du reste, toutes choses étant égales par ailleurs, en fonction du type de travail qu'on a, qui peut être plus fatigant, moins fatigant, le fait qu'on ait dormi un peu plus, un peu moins, tout ça sont des facteurs associés qui peuvent rajouter une couche à ça, mais la maladie en soi et son traitement sont responsables de la fatigue. Comment faire, à part avoir un peu plus de temps de repos? Bah, bien sûr, il faut mettre déjà l'activité de la maladie je dis, zéro ou bien à l'activité légère. Et puis, bien sûr, prendre de temps en temps des vitamines, des kiwis, des oranges, des trucs qui boostent un petit peu, qui donnent un peu d'énergie. OK. Vous dites que 4 patients sur 10 vont probablement souffrir d'arthrite psoriasique, ce qui veut dire que il y a un Belge sur 30 qui a du psoriasis. Ça voudrait dire que 12 personnes vont ou ont de l'arthrite psoriasique et l'ignorent. Alors, ma question était de savoir quels sont réellement les vous l'avez sans doute dit, mais bon, voilà, quels sont réellement les premiers symptômes qui sont alarmistes, je veux dire. Les signes inflammatoires sont la douleur, la chaleur, la tuméfaction, la rougeur. Évidemment, quand c'est au niveau de l'articulation, la douleur, l'inflammation sont beaucoup plus présents, sont beaucoup plus présents, c'est-à-dire douleur et gonflement par rapport, par exemple, à la rougeur. Quand c'est l'anthèse, le tendon, le coude et autres, bah, il n'y aura pas ce gonflement en général, sauf au niveau du tendon d'Achille. Il y aura la douleur et ça, on aura tendance souvent à banaliser, à dire parce que j'ai fait assez ceci, cela. Mais c'est en fait le signe cardinal, la douleur. Si quelqu'un vient me voir, n'a pas mal, me dit, est-ce que j'ai une anthésite? Je vais bien faire l'échographie, juste pour rassurer, faire plaisir. Mais je ne ferai rien au niveau traitement, à part dire, attention de ne pas trop solliciter le tendon concerné. Parce qu'on traite finalement une douleur. Si quelqu'un n'a rien et que je donne un antidouleur, il me dira, oui, je vais même, en fait, j'avais 0 sur une échelle de douleur. OK. Donc, douleur, oui. Gonflement, oui. Les ongles? Ça, c'est clair. Les ongles, c'est vraiment psoriasis au niveau du cuir chevelu. Psoriasis unguéal, psoriasis au niveau de la plante des pieds sont les 3 atteintes qui sont les plus agressives en général. Okay. Donc, moi, je demanderais à quelqu'un qui a une atteinte unguéale d'être beaucoup plus attentif aux douleurs au niveau des articulations. OK. Merci beaucoup pour cette réponse très précise. Alors, moi, j'ai une personne qui pose vraiment une question très intéressante. Donc, en fait, les traitements pour le psoriasis sévère et pour l'arthrite psoriasique sont souvent identiques, basés sur les mêmes molécules. Est-ce que, dans ce cas, est-ce qu'on ne risque pas de louper le diagnostic d'arthrite psoriasique? Alors, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est sans conséquence parce que c'est traité de toute façon? C'est une très bonne question, effectivement. Notre but n'est pas de dire les gens la l'arthrite psoriasique et puis, oh, OK. Non. Si les gens sont traités, si les gens n'ont pas mal, nous sommes heureux. Donc, si quelqu'un a un traitement pour le psocutané qui marche bien pour son articulation, je suis très content. Mais si quelqu'un a un traitement comme les anti-L23, Stellara par exemple, et qui a des plaintes au niveau du dos axial, ça ne marche pas bien pour ça. Il faut que je fasse quelque chose d'autre ou que j'adapte son traitement. Donc oui, les gens qui ont le traitement et qui n'ont aucune plainte musculo-squelettique, ça, ils peuvent passer à distance et dire coucou une fois par an, tous les 2 ans, juste dire, tiens, comment est-ce que ça se passe? Pour ceux et celles qui ont le traitement et qui ont quand même encore des plaintes musculo-squelettiques, il faut faire attention. Il vaut mieux consulter parce que ça dit que le traitement n'est peut-être pas optimal. Il faut savoir que ce n'est pas non plus 100% de résultats avec tous ces traitements. Et donc, il faut rester prudent devant des plaintes. Merci. Oui, est-ce que vous préconisez le sport ou pas? Plutôt le sport natation ou, enfin voilà, hydrothérapie? Peut-être pas le catch, mais disons que le vélo, la natation, parce que ces sports utilisent de manière beaucoup plus harmonieuse les articulations et muscles.
par rapport à d'autres activités comme, c'est pas moi, le tennis ou d'autres sports, badminton, où on utilise toujours le même, on fait le même mouvement et on sollicite toujours les mêmes tendons et muscles. Parfait. Alors, une question, c'est une personne qui en fait a un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde et cette personne a des soucis cutanés sous forme de démangeaison depuis plusieurs mois. Alors, elle se demande si ça pourrait éventuellement avoir un rapport avec un psoriasis et si un dermatologue pourrait trancher ou l'orienter peut-être. S'il y a des plaques, bien sûr, sur base des plaques, on peut avoir quand même plus de précision. S'il n'y a pas de plaques et qu'il y a uniquement des démangeaisons, il faut être sûr qu'il n'y ait pas d'allergie ou qu'il n'y ait pas d'autres problèmes, notamment d'effets indésirables de médicaments ou d'autres soucis qui pourraient expliquer les démangeaisons de manière isolée. Donc, si c'est des démangeaisons avec plaques, à regarder par un dermatologue ou son médecin traitant ou quelqu'un d'autre. Si démangeaisons sans plaques, bien sûr, il faut peut-être consulter seulement son médecin ou un rhumatologue. Oui, parce que je crois savoir que dans un certain nombre de cas, la pathologie articulaire se présente avant la pathologie cutanée. En général, dans un tiers des cas, il y a grosso modo, il peut avoir la pathologie articulaire sans pathologie cutanée, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'à ce moment-là, ça devient difficile de faire la part des choses quand il n'y a pas de plaque. D'où gérer le suivi de manière optimale, mais la manifestation aussi asymétrique, des plaintes, parfois avec une dactylite, parfois avec une anthésite, ça fait plus arthrite psoriasique que polyarthrite rhumatoïde. Merci beaucoup. Bon, on sait que le stress, c'est quand même un facteur aggravant. Donc, qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme méthode, mis à part le sport ou le catch, évidemment? Donc, je dirais quand ce sera ouvert d'aller en Espagne, parce qu'alors là, il y a moins de soucis. le soleil. Il y a le soleil. Non, Ouais. en fait, sincèrement, je suggère à plusieurs personnes de faire de la sophrologie, de faire vraiment du yoga, même si certaines personnes trouvent que ce n'est pas tout facile, ça vaut la peine parce qu'alors, ça permet aussi un petit peu de mieux appréhender les choses et puis de contrôler son stress. Il faut savoir que le stress psychologique ou le stress physique au niveau de l'articulation sont les facteurs déclenchants ou aggravants, et ça, bien sûr, devient passer de la pathologie. Ça veut dire qu'avant de donner des anti-TNF, anti-17 et autres, si on peut stopper le problème à la source, c'est beaucoup mieux. Mais si j'ouvre le robinet, il ne faut pas que j'aille nettoyer le sol. Il vaut mieux que j'aille fermer le robinet. Donc, c'est un peu le même principe. Tout ce qui est moyen de sortir, s'évader, la marche, que ce soit dans les bois et autres, faire d'autres choses qui permettent de se changer les idées, ça vaut la peine. Bien sûr, il y a des psychosomaticiens qui peuvent aider, mais si on peut faire tout ça sans, c'est une bonne chose. Un autre élément aussi, puisqu'on est dans ce cadre, il y a des aliments qui peuvent jouer un rôle, les produits laitiers notamment. Et quand je demande aux gens de stopper, par exemple, le fromage, fromage à pâte dure, il y a des gens qui ont moins de poussée. Parce que, évidemment, dans ces produits laitiers, il y a aussi des protéines qui sont, évidemment, un petit peu pro-inflammatoires, qui poussent un petit peu à une réaction immunitaire contre justement l'organisme. Je n'ai pas dit qu'il fallait stopper la prise en charge, mais réduire, ça vaut la peine, parce qu'alors, ça pourrait avoir un impact au niveau de la poussée de la maladie. Oui. Est-ce que, comme on parle de régime, est-ce que le régime sans gluten, ça peut jouer aussi, qui est souvent prescrit, je veux dire, pour les problèmes digestifs, est-ce que ça pourrait avoir une action aussi? Bien sûr. En France, il y a une étude multicentrique à laquelle on m'a demandé de participer, mais ce n'était pas évident, il y a 2-3 ans, justement, voir chez les gens qui n'avaient pas de gluten, régime sans gluten, qui souffraient de spondyloarthrite, qui est le cousin de l'arthrite psoriasique, qui souffraient de spondyloarthrite, voir un petit peu ce qui se passait par rapport à ceux qui prenaient du gluten. Donc, ça fait du sens parce que les gens se sont rendus compte qu'il y avait un impact
savoir qu'au niveau digestif, il y a un lien entre les maladies inflammatoires du tube digestif et le psoriasis. Donc, si vous irritez votre intestin, qui est un peu comme un deuxième cerveau, avec le microbiote, bah, vous risquez d'avoir un peu plus de misère que celui ou celle qui n'irrite pas son intestin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, attendez. J'avais une question de quelqu'un tantôt avant de commencer qui posait la question sous Cosentyx, risque avec cancer et autres. Oui. Bien sûr, c'est relativement récent le Cosentyx par rapport aux anti-TNF. Les anti-TNF qu'on connaît depuis les années 2000 sont quand même bien maîtrisés. Mais dans tous les cas, je pense que si on a un traitement qu'on doit avoir pour un cancer, il vaut mieux stopper pendant quand même, j'aurai au moins les quelques mois du traitement ou changer de traitement, stopper son traitement anti-inflammatoire, traitement par agent biologique. L'idéal, c'est au moins la durée du traitement, anticancéreux jusqu'à ce qu'on soit en rémission. Ça, c'est clair. D'accord. Alors, donc, il y a une personne, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui a vraiment que du psoriasis cutané mais vraiment aucune plainte au niveau d'articulation, ça ne vaut pas la peine de faire des examens pour l'arthrite psoriasique. Ce n'est que quand il y a des douleurs alors qui apparaissent. J'ai essayé de mener ici, et je vais commencer, c'est une étude avec au moins 400 personnes en collaboration ici avec des dermatologues, des gens avec atteinte cutanée, et voir séparer ceux et celles qui ont atteint musculo-squelettique, les voir une fois par an, à la limite, versus ceux et celles qui n'ont pas d'atteinte musculo-squelettique, et voir qu'est-ce qui fait que certains développent l'atteinte musculo-squelettique, tandis que d'autres ne l'ont pas. Et ça, c'est ce qu'on va mettre sur pied ici avec Pierre-Denis Guillain, sur plus ou moins 400 personnes. Et donc, ça permettra justement de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, ceux et celles qui n'ont pas de plainte, franchement, ils ne sont pas obligés de venir tous les 3 mois me voir, mais je pense que ceux et celles qui ont une plainte, il ne faut pas banaliser. Et dans ce sens, ça vaut peut-être la peine, une fois par an, tous les 2 ans, de dire, tiens, je vais quand même m'assurer qu'il n'y a pas de problème parce que on a toujours un peu de douleur à gauche, à droite et on prend un anti-inflammatoire, ça passe. C'est ça le piège. Donc, dès qu'il y a des plaintes, il ne faut pas hésiter à aller, même pour rien, au lieu de rester à la maison et avoir quelque chose qui se développe à bas bruit. Est-ce que dans le cas de rhumatisme psoriasique, on a un traitement qui est prescrit, on va mieux, et est-ce qu'on est obligé de poursuivre le traitement? Sinon quoi? Alors, si on a un traitement qu'on tolère bien, qui nous soulage, je dis toujours, tant qu'on tolère, et tolérance, je ne veux pas simplement dire tolérance digestive, mais aussi au niveau biologique, notamment prise de sang, tant qu'on tolère, il vaut mieux maintenir, surtout si on va bien sous ce traitement. Parce que ça, on sait comment ça se passe. Si on change, on ne sait pas ce qui se passe. Mais chez plusieurs personnes, on essaye d'espacer le traitement pour voir un petit peu jusqu'où est-ce qu'on peut aller tout en gardant la rémission. Mais il faut savoir que le problème, c'est votre organisme qui lutte contre lui-même. Ce n'est pas une bronchite qui dure 10 jours, ou que sais-je, mais c'est une maladie désimmunitaire, auto-immune. Ça veut dire que dès que vous stoppez ce qui empêche vos cellules inflammatoires, pro-inflammatoires d'agir, dès que vous stoppez le médicament, elles se réveillent. Elles disent la voie est libre. Le gendarme est parti, et maintenant, de nouveau, on fait des dégâts. Ça, c'est malheureusement le principe. Sauf si vous réduisez de manière globale tout ce qui intervient dans l'activité pro-inflammatoire, on a dit le régime, le stress en moins, ainsi de suite. Alors là, oui, là, il y a des chances de réduire le traitement, éventuellement de stopper pendant un certain temps si vous êtes en rémission. Alors, merci beaucoup. Oui, on a vraiment, docteur, on a énormément de questions et malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'en prendre encore moi une, Dani une. Et il y a quand même, pour un certain nombre de questions, vous pourrez trouver les réponses dans les autres exposés qui ont eu lieu pendant la semaine claire. Vous pouvez les retrouver sur notre site et vous pourrez les revoir vraiment à votre aise, notamment en ce qui concerne l'alimentation, la vaccination,
Il y a vraiment eu des exposés très, très intéressants et on vous encourage vraiment à les consulter. Alors, moi, j'ai une personne qui me demande si les biothérapies peuvent entraîner une prise de poids, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression de prendre du poids avec ce traitement. Le psoriasis, déjà en soi, un tiers gens au moins, en général, il y a l'obésité, comme j'ai dit, de par la maladie. Si on a la biothérapie, en général, ça ne fait pas souvent directement prendre comme ça, mais il faut savoir aussi que il n'est pas impossible que chez certaines personnes, il y ait un peu plus de susceptibilité à avoir une prise pondérale que chez d'autres personnes. Donc ça c'est clair, mais je pense que lier la prise pondérale de manière globale à la biothérapie, sans exclure d'autres choses, ce sera en principe un raccourci que je ne prendrai pas. C'est possible, mais je pense que la maladie en soi déjà augmente la susceptibilité à la prise pondérale. D'accord. Et concernant la vaccination, je pense que sous biothérapie, il n'y a pas de souci. Les gens peuvent se faire vacciner. D'ailleurs, j'ai un document que je remets aux gens qui ont une rhumatisme inflammatoire sous biothérapie pour leur dire qu'ils sont prioritaires pour la vaccination et il n'y a aucun souci. Il ne faut pas stopper le traitement. Peut-être le jour. Dany, avant une dernière question. Docteur, seriez-vous d'accord qu'on vous envoie les questions qui n'ont pas eu de réponse? En fait, c'était la suggestion que j'allais faire avant de répondre. Voilà. Voilà, ça c'est... Vous allez avoir un peu de travail. Je m'ennuyais en fait, donc. Vous avez de la chance. Dernière question peut-être, docteur, à propos de la kinésithérapie. On a pas mal de questions à ce propos. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? En Belgique, on a droit à combien de séances? Est-ce qu'il faut spécifier une kiné? Est-ce que ça doit être une kiné spéciale? Enfin, voilà. Donc, je n'ai pas mis ça ici, mais il est évident que les mesures hygiéno-diététiques, les mesures non médicamenteuses sont primordiales. La kiné fait partie de ces mesures. Donc, il est évident que je donne aussi un document pour prise en charge en pathologie lourde, ceux et celles qui ont une atteinte ostéo-articulaire. Et là, ils et elles ont droit à 100, 120 séances par an en fonction de la fréquence des séances hebdomadaires. Autrement dit, si c'est 2 séances par semaine, on met 120 séances. Et si c'est une séance, 60 séances, c'est suffisant. Il y a une plus-value en faisant le traitement kiné, mobilisation passive-active, éventuellement étirement, par rapport à ceux et celles qui n'en font pas. Et le traitement kiné peut même permettre de réduire le traitement médicamenteux. Donc, je conseille vivement aux gens, au-delà de bouger par eux-mêmes, de faire, si possible, un traitement kiné, mobilisation, en fonction des localisations articulaires atteintes inflammatoires ou pas. Pour limiter l'ankylose et l'impact. Oui, et c'est peut-être l'occasion aussi de parler avec le kiné de l'évolution, de ce qui va mieux, etc. Donc, voilà, oui. Exact. Merci beaucoup, docteur Nzeze. Je pense que on a presque terminé, Cécile. Oui, on arrive tout doucement vers la fin. Donc, voici une petite précision. Pour les questions qui n'ont pas eu de réponse, pour des raisons techniques, on ne sait pas copier les questions que vous avez mis ici dans le chat parce qu'on va avoir un autre webinaire qui va suivre. Donc, si vous voulez avoir une réponse à votre question, le docteur Nzeze est donc d'accord de vous la donner et vous pouvez, en ce qui nous concerne, la faire parvenir sur info@claire.be, c'est vraiment très facile. Et vous pouvez aussi la faire parvenir via Psoriasis Contact. Et vous, votre adresse, Dany, c'est info@psoriasis-contact-singulier.be. Voilà, eh bien, et on vous encourage vraiment à le faire parce que il y avait énormément de spectateurs, tant ici sur le webinaire que sur Facebook, et on vous remercie vraiment de tout cœur, Dr Nzeze, pour votre exposé, pour votre patience, votre côté didactique, et on espère pouvoir vous retrouver tous à l'occasion d'un ou l'autre événement. Avec une conférence in visu. Oui, ce serait très agréable. Voilà, je pense que tout le monde attend que ça. Je vous remercie pour l'invitation et sincèrement, je vous souhaite de continuer à faire ce travail qui est très important et qui devrait vraiment être valorisé. Et je suis disponible pour donner un coup de main pour l'une ou l'autre chose, même si ce n'est pas toujours aussi évident. Je crois et je suis certain que d'ici les 5 prochaines années, il y aura des
des changements radicaux dans la prise en charge de ces problèmes inflammatoires articulaires. Ah ben, C'est très bien. merci beaucoup. Un beau message. Oui, on va se quitter vraiment sur ce message d'espoir pour tous les malades psoriasiques. Oui. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de Et soirée. une prochaine fois. Bonne fin de À soirée. bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir.